Comme tous les enfants, je suis un gamin qui rêve d'être un chevalier ou qui rêve d'être Superman, qui rêve de voler. Je rêvais que j'étais guéri souvent. Cette voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Mathieu. Au début des années 80, il a moins de 3 ans et vient d'être diagnostiqué hémophile A sévère. Son enfance est marquée par de longues périodes d'immobilisation dues aux hémarthroses, ces fameux épanchements de sang dans les articulations qui se révèlent extrêmement douloureux et invalidants. Le sport lui est rapidement interdit. Alors le jeune garçon se réfugie dans le cinéma, la musique et la lecture, conforté par son père, sa mère et surtout son beau-père. Tout un cocon familial qui a à cœur de stimuler l'esprit de cet enfant qui a soif d'apprendre, de comprendre et surtout de s'évader. C'est l'histoire de cet enfant rêveur et combattant que je souhaite aujourd'hui partager avec vous. Je suis Charline de La Fontaine et vous écoutez Singularité, un podcast de la communauté Voix des patients qui donne la parole aux personnes vivant avec l'hémophilie ainsi qu'à leurs proches. Cette maladie hémorragique héréditaire touche près de 7000 personnes en France. Des personnes qui, contrairement à une idée reçue, ne saignent pas plus abondamment que la normale, mais plus longtemps. Et nous avons voulu justement donner la parole à celles et ceux qui, de près comme de loin, sont touchés par cette maladie qui demeure encore méconnue du grand public. Dans cet épisode, je suis partie à la rencontre de Mathieu, 39 ans, ancien journaliste culture indépendant. Il vit entre Biarritz et Berlin, et pour cette interview, nous nous sommes rencontrés chez lui, sur la côte basque, à Anglet plus précisément. Quand j'ai été diagnostiqué hémophile, j'avais 2 ans ou 1 an et demi. C'est le moment où on commence à marcher à 4 pattes. Et j'avais donc des bleus sur les genoux et les tibias. J'en avais tellement que ma mère est allée consulter un médecin. On m'a diagnostiqué hémophile de type A et on a en plus détecté que j'avais un anticorps contre le médicament qui soigne l'hémophilie. Je n'avais aucun antécédent connu et on est remonté assez loin. Et en plus, on a une famille de médecins qui se sont posé la question de suite. En plus, mes parents faisaient beaucoup de sport. Ma mère faisait du judo. Ma grand-mère faisait du basket, mon oncle faisait du rugby, du tennis, mon grand-père faisait du judo. Enfin, c'était des sportifs accomplis, quoi. Donc, ils auraient eu un problème hémophilique, ils s'en seraient aperçus très, 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 très vite. Donc, oui, on ne sait pas trop d'où ça vient et on sait juste que c'était dans les gènes de ma mère et qu'elle me l'a transmis. Donc, dans ma famille, en fait, on a pu remonter assez loin, mais on n'a rien trouvé. Ma famille a réagi d'une façon assez... je pense qu'ils se sont angoissés parce qu'à l'époque, les médecins nous donnaient pas beaucoup de temps à vivre. Donc, je pense qu'ils ont eu de la peine. C'était une maladie, et c'est toujours une maladie rare. Aujourd'hui, elle est bien soignée, mais à l'époque, elle était quasiment pas soignée. Ils m'ont toujours dit de faire attention, mais ils m'ont jamais fait sentir que j'étais malade. Donc en gros, j'ai grandi comme un garçon, comme les autres garçons. Bien sûr, j'avais pas le droit de faire beaucoup de choses que je voulais faire et que je faisais en cachette. Faire du vélo, faire du ballon, faire du foot, sauter, courir, marcher à 4 pattes, sauter du lit. Tous les trucs que les gosses veulent faire parce que c'est super marrant. Jouer avec mon épée, jouer avec les copains, tout simplement. Jouer avec les copains, avec la balle de tennis, avec la raquette de papa qui est trop grande et qui blesse mon bras. Parce que le manche est trop grand, donc quand je bougeais la raquette, le manche touchait mon bras. Du coup, j'avais un gros bleu au bras. On me demandait où est-ce que je m'étais fait ça. Je disais que c'était avec la raquette et je me faisais engueuler parce que j'avais pas le droit de faire de sport. Tout le sport m'était interdit et c'était tout ce qui m'intéressait à l'époque. Puis quand on est enfant, on teste son corps, forcément. Donc on veut courir, on veut voir si on peut sauter les 3 marches de l'escalier, on veut essayer de se rouler par terre pour voir ce que ça fait. Donc oui, j'avais beaucoup de bleus, de problèmes aux chevilles. Ça, c'était le pire. Enfant, je suis souvent immobilisé pendant 1 mois ou 2 à cause d'hémarthrose aux chevilles, la plupart du temps.
Et ces marthroses, elles guérissent, mais elles reviennent ensuite très vite. Par exemple, elles reviennent 1 semaine après la guérison. Je dors pas, ça fait trop mal. Je vais à l'hôpital, je vais beaucoup à l'hôpital pour me faire soigner. Je rentre à la maison, j'essaye de jouer avec mes jouets, mais ça fait trop mal d'être par terre. Donc je remonte dans mon lit, je tourne en rond, je me demande ce que je vais faire plus tard, quand je serai grand. Mais je sais que ça va s'arrêter. Je sais qu'à un moment, ça va s'arrêter. Et c'est drôle parce que j'ai toujours pensé que les autres enfants étaient pareils. Je me dis que je me suis fait mal à la cheville, comme un autre enfant s'est fait mal à la cheville. Mais j'ai juste été trop loin dans ce que je faisais. Alors que c'était faux. Comme tous les enfants, je suis un gamin qui rêve d'être un chevalier ou qui rêve d'être Superman, qui rêve de voler. Je rêvais que j'étais guéri souvent. En fait, quand on est dans un lit tout le temps, on cherche des images. On cherche des images parce que, au bout d'un moment, quand vous restez 2 mois dans votre chambre, les seules images que vous avez, c'est les murs qui est autour avec les posters et les gens qui vont et qui viennent. Ma chambre, elle était super cool. Elle était super cool. J'avais une armoire que mes parents m'avaient fabriquée en forme de château fort. Donc, parce que j'adorais les chevaliers. Et je m'aperçois que mon beau-père est très touché par ce qui m'arrive. Et donc, il essaye par tous les moyens de distraire mon esprit. Donc, il me donne des petits livres pour enfants. Et c'est le début des magnétoscopes. Le tout début. Et donc, il va louer plein de cassettes. Et là, il va louer, mais n'importe quoi, hein. Des dessins animés, des films de guerre, des films d'amour, enfin tout ce qui peut être dans la cinémathèque française, quoi. Enfin tout ce qui lui plaît et qui pourrait me plaire aussi. C'est sûr que Bambi, ça lui plaît pas trop, quoi, mais bon, voilà, il se dit tiens, il va bien aimer. À partir de cet âge-là, je les regarde en boucle, vraiment. Et donc le premier média, ce sera le cinéma. Donc je regarde en boucle des films comme Il était une fois dans l'Ouest, je l'ai vu très tôt, et je l'ai vu peut-être 120 fois ou plus, ou 250 fois, je sais pas, mais je l'ai revu et revu. Star Wars, pareil, Ghostbusters, c'est sûr c'est un blockbuster, aujourd'hui c'est pas très culturel, mais quand t'as 5 ans ou quand t'as 7 ans, J'étais vachement impressionné par cette culture américaine et ça m'aidait beaucoup à penser à autre chose qu'à la douleur. Quand je suis enfant, mes livres de chevet, c'est des bandes dessinées. C'est Astérix, c'est Spirou et Fantasio. Ouais, Astérix, Spirou et Fantasio, ça, vraiment, je les ai lus et relus. J'aimais pas Tintin. Gaston Lagaffe. Ça, c'était mon héros, quoi. J'étais un fou de Gaston. C'était un peu l'anti-héros que j'adorais. Ça aussi, c'était des livres qui étaient amenés par mon beau-père. Voilà. Donc ça, c'est quand j'ai, je sais pas, 7, 8 ans. Et après, ça a changé, forcément. Voilà. Alors, j'ai toujours été fan de bande dessinée, donc je relisais toujours Spirou et Fantasio et Gaston, etc. Et donc là, j'ai commencé à lire tout ce qui passait, quoi. Et donc, dans ce qui m'est passé entre les mains à l'époque, c'était Montaigne, Platon, Socrate, écrit par Platon. Et c'était des petits essais, donc c'était facile à lire. C'était pas compliqué, quoi. C'était pas vulgarisé, hein, c'était des textes bruts. Mais comme c'était court, c'était des extraits choisis. Donc en fait, c'était assez intéressant et c'était pas fastidieux. Donc ça, et toutes les petites nouvelles qui vont avec, les nouvelles de Baudelaire, les nouvelles de Voltaire, les nouvelles de Maupassant. Ça, j'ai adoré. Tout ce qui contenait les paroles indiennes des Indiens d'Amérique. J'adorais ça. Tout ce qui contenait les paroles bouddhistes, j'adorais ça aussi. Je lisais ça.
Et en plus, j'étais dedans. Mais de 10 à 16 ans, c'était ça. Et je pouvais les relire et les relire parce que ben, j'avais beaucoup de temps la nuit, parce que j'avais très mal. Donc la nuit, je dormais pas. J'avais 2 phrases au-dessus de mon lit. Je sais que j'avais une phrase de Descartes, mais je m'en souviens plus du tout. Et il y avait une autre phrase d'un livre tibétain qui disait soyez à vous-même votre propre île. Voilà, ça paraît mystérieux comme ça, mais moi ça me parlait beaucoup parce que je vivais beaucoup les choses de l'intérieur. Donc je me sentais un peu comme une île autour des gens, autour du monde en général. Et pour vous évader, faire passer la douleur, il y a aussi la musique. Là encore, vous en faites l'apprentissage très tôt. Comment vous l'expliquez? Parce que mes parents sont jeunes hein, et donc ils écoutent beaucoup beaucoup de musique. Alors les musiques qui sont antidouleurs, ça dépend de votre état d'esprit. Il y a des musiques qui sont antidouleurs lorsque vous avez envie de vous évader. Et lorsque vous êtes plutôt énervé, la musique antidouleur, ça va être le rock bien trash, quoi. Mais il y a une musique qui m'a immédiatement parlé, ça a été le blues. Le blues antique. Le blues qui craint, qui crachote dans la radio. Et de suite, ça m'a parlé. Parce que je pense que le mec qui chante, vraiment, il a mal et il a des problèmes, quoi. Il a vraiment beaucoup de problèmes. Et je veux pas me plaindre tout le temps, hein, mais je crois que, ben, ouais, des fois, je ressentais que j'avais des problèmes et donc, c'est une musique qui m'a immédiatement parlé. Le jazz aussi était une musique qui m'apaisait énormément et qui était antidouleur parce que l'esprit part autre part. L'esprit sort du corps. Et c'est très important, je crois, lorsque la douleur est là, qu'on a 12, 13, 14 ans, qu'on ne peut pas prendre trop d'antidouleurs, de se servir de son esprit pour sortir de son corps et ainsi oublier la douleur. Donc la musique était vraiment très salvatrice. La musique de mon temps, c'était Nirvana. Donc là, c'était vraiment quand j'avais la rage et que j'en avais marre d'être au lit, que j'en avais marre, que je voulais tout casser, que je voulais marcher, que j'en avais assez de me soigner. Et bien sûr, la musique de mon temps, c'était la musique électrique dans les années 90, donc le début de la techno. Et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui écoutaient tout. Ils écoutaient autant la flûte enchantée de Mozart que le dernier disque de Laurent Garnier. Donc j'avais vraiment beaucoup de chance parce que mon oreille, elle était entraînée à écouter de l'opéra comme des longs morceaux électro qui passent en boîte. Et mes parents m'ont amené très très tôt voir des concerts aussi. Même quand j'étais malade, même quand j'avais des béquilles. Je partais de chez moi pour écouter de la musique. Et pendant très longtemps, j'ai envie de vous dire, pendant de 14 à 18 ans, je crois que si j'avais pas eu la musique, je sais pas vers quoi je me serais tourné pour supporter les douleurs que j'avais. Donc j'ai essayé de me procurer tout ce que je pouvais. En disque, en cassette, je faisais des copies, j'arrêtais pas. Les Rolling Stones, j'étais fou de ça. À l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, c'est facile aujourd'hui avec Internet d'avoir accès à tout ça. Donc tout ça, ça faisait un bloc, les livres plus la musique, euh, qui fait que je m'échappais ouais, de mon corps. Quand on est immobilisé, et c'est très étrange, quand vous êtes immobilisé contre votre gré, vous avez envie de vous exprimer à un moment ou à un autre. Ça peut durer 3, 4 jours comme ça, vous restez immobilisé, tranquille, mais au bout du 6e ou du 7e jour, vous en pouvez plus. Il faut faire quelque chose, il faut écouter quelque chose. Et en gros, le seul vecteur
par lequel je pouvais passer pour m'exprimer, c'était de passer un disque. Donc quand j'avais envie de dire merde, je passais un disque des Clash. Et quand j'avais plutôt la guérison qui venait, je passais un disque de Bob Marley. De ma naissance à aujourd'hui, j'ai toujours caché ma maladie. Toujours. J'ai toujours vécu avec un déguisement autour de moi, avec une cape qui m'entoure. J'ai toujours caché. Même quand j'étais gamin, que j'avais mal aux pieds, que je boitais, que tout le monde le voyait, je le cachais. J'ai toujours caché. Et aujourd'hui ? Oui, je le cache encore. Ouais. Et est-ce que c'est facile de le cacher ? Ça dépend des jours. Il y a des jours où je marche plutôt bien, donc ouais, là c'est facile. Il y a des jours où je marche pas très bien, donc là, je dis rien. Je cache, je cache tout le temps. C'est parce que c'est ma nature. C'est comme ça que j'ai grandi et puis vous savez, quand on est petit ou quand on est adolescent ou même quand on n'est pas adolescent, mais quand on va à l'université, on traverse la cour avec les béquilles, puis on n'a pas envie d'expliquer à tout le monde pourquoi on a des béquilles, quoi. On a juste envie de dire je me suis foulé la cheville, laisse-moi tranquille. Professionnellement, j'ai caché. Je cache professionnellement. Quand j'ai commencé à faire du journalisme, c'était vraiment parce que j'aimais ça. J'aimais la radio. J'ai toujours aimé la radio parce que j'ai toujours écouté la radio pour m'endormir, notamment. Et donc, bref, j'étais attiré par la radio pour ça. Et la radio raconte une histoire. Pour moi, la radio, c'est de la narration. C'est vraiment une narration comme un conte. Donc, je me prépare pour travailler dans ce milieu que je connais absolument pas. J'avais aucune relation et j'ai fait un premier stage qui a été concluant. Et ensuite, j'ai fait un second stage. Et dans ce second stage, mon rédacteur en chef m'a demandé d'aller couvrir une manifestation sur les employés de PSA. À l'époque, en 2012, PSA licenciait beaucoup et les manifestations étaient assez violentes. Et donc, je suis allé vers lui et je lui ai dit, écoute, j'ai accepté tous les jobs à l'époque. J'ai accepté tous les reportages qu'il m'a dit de faire, sans broncher, avec le sourire. Sur celui-là, j'ai eu un doute. Je vais le voir, je lui dis est-ce qu'on peut se parler en privé s'il te plaît ? Et avant que je commence ma phrase, il me dit t'es handicapé. Je fais oui, comment tu l'as vu ? Il me dit c'est simple, quand tu te lèves de ta chaise de travail, tu boites un peu. Donc je me suis dit que c'était handicapé. Je dis ouais t'as raison, je suis hémophile, donc la manif PSA, ça m'ennuie de la couvrir parce que j'ai peur qu'il y ait des projectiles, j'ai peur de devoir courir, je peux pas... Donc, est-ce que tu peux m'envoyer ailleurs, s'il te plaît ? Il me dit, il n'y a pas de problème, tu fais un autre sujet. Mais après ce travail-là, ils ont voulu que je dirige la rédac pendant tout l'été. J'ai dû refuser parce que je ne pouvais plus marcher. Et c'est simple, on m'a dit, tu choisis entre le boulot ou bien la marche. Je ne pouvais pas travailler si je ne pouvais pas marcher. Voilà. Donc j'ai arrêté de travailler dans le journalisme radio et je me suis soigné. J'ai soigné mes jambes. Ça a été très très long. Impossible d'évoquer votre parcours sans parler de Berlin. Racontez-moi votre première fois là-bas. J'y suis allé en 97. J'avais 16 ans. C'est mes parents qui m'y amènent parce que mon beau-père a un cousin là-bas. Et on y va en décembre. Et donc, dès que j'ai atterri là-bas, dès que j'ai commencé un peu à marcher dans les rues, j'avais amené ma guitare avec moi, je me rappelle, parce que je savais que ce cousin était musicien. Berlin m'a plu dès que je suis arrivé pour une chose, vraiment, ça je m'y attendais pas, c'est bon, le mois de décembre, il fait très froid, il y a du vent, et c'est une ville où je sens que le froid me fait du bien. Donc là, de suite, je sens le vent, et ce vent-là, il gêne les gens, et moi, il me gêne pas.
Il me gêne pas du tout. Et je me promène dans cette ville avec mes parents et je vois que eux ils sont tordus par le froid et moi pas du tout. Au contraire, je laisse le froid rentrer dans mes jambes parce que le vent vient soigner en fait ces articulations qui ont tellement souffert. Et je vois que la ville est complètement détruite. La ville, vraiment à l'époque, la ville était détruite, hein. On voyait vraiment les traces de bombes. On voyait que c'était en chantier, hein, alors que la guerre était passée depuis très longtemps. Et il y a eu un amalgame qui s'est fait dans ma tête. Je me dis, cette ville, elle est cassée, quoi. Elle est cassée, ils l'ont cassée. Et moi, je suis cassé. Ils m'ont cassé. Je me suis cassé et ils m'ont cassé. Et ça m'a rendu très, très en colère. Très, très, très en colère. Et lorsqu'on est allé voir le cousin de mon beau-père, effectivement, ce monsieur nous accueille et après avoir dîné chez lui, nous sommes allés assister à un de ses concerts. Je me rappelle, c'était dans une villa de Berlin-Est qui avait été bombardée. Le toit était troué, enfin la maison était prête à s'écrouler, quoi. Il fallait passer par une petite porte, un long couloir, puis un escalier très loin qui partait dans un sous-sol. Il fallait connaître. Et tout d'un coup, on débarquait dans une super salle, très petite. Il devait y avoir 60 personnes maximum, tous très bien habillés, tous très, très intello. Beaucoup plus âgés que moi, bien sûr. Et là, je vois une petite scène avec un saxophone, une contrebasse, un violoncelle. Donc juste 3 musiciens. Je crois que c'est le premier concert auquel j'ai assisté devant la scène et sans être un show. C'était juste un concert où je voyais des musiciens faire avec leurs propres mains, de près. Et ils ont joué du jazz expérimental. Le jazz expérimental, si vous en écoutez, vous verrez, il y a des moments où la musique sort des mesures et où ça crie, où le musicien laisse libérer tout ce qu'il a en lui. Et ce cri, en fait, qui venait du saxo principalement, ça résonnait avec ce que j'avais en moi, quoi. Ça résonnait, mais alors, parfaitement. C'était à l'unisson. Et je suis complètement absorbé par ce qu'ils font. Tout le monde se taisait, tout le monde écoutait ça comme une messe. C'était pour moi le cri des gens qui ont souffert, des gens qui souffrent. C'était un cri salvateur. Voilà, c'était vraiment un cri salvateur. Et c'était un cri qui disait « Fuck, nous sommes différents. Nous avons fait les choses qu'il fallait pas faire. Moi aussi, j'ai fait les choses qu'il fallait pas faire. Je me suis blessé vachement en faisant des choses qu'il fallait pas faire. Bon ben voilà, mais en même temps maintenant ça a changé et on a le droit de s'exprimer et donc on est en plein dans le laisser, dans la liberté, un peu comme au début du dadaïsme. Voilà, un peu comme au début du dadaïsme ou un peu comme au début du mouvement punk où des gens laissés pour compte se sont mis à dire bon ben si vous voulez pas de nous, ben nous on va faire notre propre truc. Et moi, j'avais très bien compris qu'on voulait pas des hémophiles, quoi. J'avais très bien compris qu'on voulait pas de moi. J'avais très bien compris que dans les salles de classe, que dans les cours de récré, que dans la rue, que dans les conservatoires, on voulait pas de moi. J'avais très bien compris ça. J'avais très bien compris que dans la société, on voulait pas de nous. Donc c'est là que j'ai réalisé qu'en fait, il existait un lieu, il existait une musique, il existait des gens qui voulaient de moi. Et on va dire que ça met en résonance tout ce que j'avais pu lire avant, tout ce que j'avais pu écouter avant. Quand vous lisez les philosophes ou les textes bouddhistes ou quoi, ils vous disent toujours d'être libre. Et je crois que c'est pour ça que j'écoutais du reggae, que j'écoutais du rock et tout, parce que c'était aussi des musiques chantées par des gens qui étaient exclus. Vous comprenez ? Voilà. C'était des gens qui étaient exclus, même Mozart était exclu. Donc quand on écoute un opéra de Mozart, pauvre homme, hein, malgré son talent, il a été exclu. Et je crois que je savais pas moi tout ça. Je l'ai su après, en construisant ma culture. Mais ça a renforcé mon lien avec ces musiques. Je vais y retourner à Berlin.
J'y suis retourné 3 fois. J'y ai vécu. Là, j'y repars. J'ai jamais appris le jazz parce que de souffler dans un saxo, pour un hémophile de mon cas, c'était interdit. On pouvait se décoller les poumons, c'était chiant, c'était un problème. Mais j'ai toujours fait de la musique pour moi. J'ai jamais voulu me produire. J'aurais aimé, mais j'étais tellement malade avec ma jambe que ça servait, enfin que je voulais pas. J'avais honte. Aujourd'hui, elle est comment votre situation sur le plan de la santé ? Bien meilleur que quand j'avais 32 ans. Aujourd'hui, j'ai 39 ans. À 32 ans, il me fallait une demi-heure à 1 heure pour pouvoir commencer à marcher. Le matin, quand on se réveille, tout est endormi. Tout est coincé. Avant, hein. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Mais avant, tout était coincé. C'est horrible. Le premier truc que tu sens le matin, c'est la douleur. Ça, pendant 32 ans, c'était ce que j'ai ressenti. Le premier truc que tu sens quand tu poses ton pied, c'est la douleur. Tu vis avec. Tu vis avec, quoi. C'est plus une surprise. C'est une sorte de discipline de samouraï. Vous comprenez ? C'est une sorte de discipline de samouraï, vous comprenez ? Vous êtes habitué à ce que ça fasse très très mal. Donc il faut déverrouiller les chevilles, il faut déverrouiller le genou. Et ensuite, on peut commencer à aller vers la salle de bain pour prendre sa douche. Et ensuite, on peut commencer à s'habiller, etc. Ensuite, il faut prendre le métro. Et là, c'est encore plus compliqué parce qu'il y a des marches. Et les marches, c'est vraiment dur quand on a mal aux chevilles et aux genoux. Donc, j'étais vraiment très handicapé à cause de ça. Et ça a duré jusqu'à 35 ans. Et aujourd'hui... je vais boiter un petit peu quand je vais me lever. Je pense que vous avez dû le remarquer. Mais c'est 90% de douleur en moins. 90%. C'est 80. Mes chevilles, elles sont quasiment réparées. C'est fou. Mon genou, il se répare d'année en année. Enfin, le corps se répare, quoi. Vraiment. Ça me donne beaucoup d'espoir pour les enfants qui vont arriver. Beaucoup, beaucoup. Beaucoup. Je suis ravi que ces enfants puissent vivre une vie normale. Et j'aimerais bien aussi qu'ils sachent que pendant très longtemps, l'exclusion a fait partie de notre maladie. Aujourd'hui, Mathieu, qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter pour les années à venir ? De trouver ma voie. Voilà, aujourd'hui c'est ce que je cherche. Je cherche ma voie. Car j'ai perdu le fil pendant 7 ans, où je me suis soigné. C'était 7 ans quand même un peu capital, parce que c'était ma trentaine. Aujourd'hui, je sais pas vers quelle voie me tourner. Et j'ai pas de travail. Donc voilà, si vous voulez me souhaiter quelque chose, trouvez ma voie. Et moi, j'aimerais souhaiter quelque chose par contre. J'aimerais souhaiter que tous les enfants malades puissent trouver la force de guérir. Voilà. Il y a un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Keith Haring et qui a eu du succès très jeune et qui a été malade du sida très jeune et qui, en sachant qu'il était malade, a accéléré son rythme de travail. Et cet artiste a peint la tour au milieu de l'hôpital Necker, de l'hôpital des enfants à Paris. Et donc ce monsieur, il a laissé une trace de joie pour tout le monde, à travers le monde. Donc j'aimerais que les enfants qui souffrent puissent avoir accès au bonheur qu'il y a sur Terre, des fois qui est invisible, mais qui est là. Voilà. Vous venez d'écouter le premier épisode de Singularité,
un podcast de Voix des patients, la plateforme d'accompagnement des personnes atteintes de maladies chroniques et de leurs proches. Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, et pensez à vous abonner pour n'en rater aucun. Singularité est produit par Louis Créative, l'agence de création de contenu de Louis Média, sur une idée originale de l'agence Intuiti pour les laboratoires Roche et Shugai. Marine Kéméré en a composé la musique, Benoît Daniel l'a réalisé et Olivier Baudin a mixé cet épisode.